L'élection donne le pouvoir aux meilleurs menteurs. Donc on a affaire à des professionnels, les meilleurs, les champions du mensonge. Le gars qui te dit à la fin, mon seul souci c'est vous, alors qu'il vient de nous voler, de nous piller, de détruire le droit du travail, de détruire la sécurité sociale. Quand il dit les heures supplémentaires, avec un air grave. De détruire la sécurité sociale. Détruire la sécurité sociale quand il supprime les cotisations sociales. Quand il supprime les cotisations sociales, c'est le fondement de la sécurité sociale. Quand il dit vous allez gagner plus d'argent parce qu'on va vous supprimer les charges. Mais ce n'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Des cotisations sociales, c'est du salaire différé, mais du salaire. C'est comme s'il disait, je vais baisser vos salaires. Il ne le dit pas parce que c'est un menteur professionnel. Donc, c'est à nous de décrypter quand il parle de réforme. Réforme en français, ça veut dire une modification en bien. Ça veut dire, dans le dictionnaire, c'est une amélioration. Or, mais ce n'est pas le premier, ça fait 40 ans que ça dure, ils appellent réforme des régressions. Nous régressons sur tout. Et d'ailleurs, il l'avoue, vous vous souvenez de Kessler qui disait... Il parlait de Sarkozy, il parlait des mesures de Sarkozy, ça partait dans tous les sens. Il dit, vous comprenez pas, vous dites que c'est incohérent. Mais moi, je vais vous dire la cohérence de ce que fait Sarkozy. C'était l'ancien patron du MEDEF. Et il disait, donc il l'avouait, il dit, je vais vous donner la cohérence. La cohérence, c'est de détruire tout ce qui a été institué lors du Conseil national de la résistance. Donc la sécurité sociale, notamment. Donc le plan, c'est ça, c'est de faire de la sécurité sociale un centre de profit comme aux États-Unis. C'est juste révoltant. Et ce gars-là vient nous dire, mon seul souci, c'est vous, alors qu'il nous pille. Alors, il y a quand même eu quelques mesures. On va un petit peu les détailler ensemble. On nous avait annoncé, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, s'était farouchement opposée à l'augmentation du SMIC, en pensant que ça détruirait effectivement le travail et ça supprimerait des emplois. 100 € par mois dès 2019, sans que ça coûte un sou pour l'employeur. On pouvait s'attendre à cette mesure. C'est une augmentation tout de même du SMIC qui vient de nous annoncer. Comment c'est possible sans que ça coûte Apparemment, un sou à l'employeur? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impôt, pas de charge sur ces 100 €. Donc il va supprimer des cotisations sociales. Mais Bruno Le Maire s'en vante de supprimer les cotisations sociales. Il dit, nous on va être forts, on va supprimer les cotisations sociales. C'est honteux. Ce faisant, il affame les hôpitaux, il détruit notre protection sociale. Et je vous arrête quelques secondes, place au direct. On est en duplex avec Jean. Que le mouvement est en train de s'essouffler, Tienne Chouard. Hier, j'étais au péage du Pont de l'Étoile. Avant-hier, j'étais sur le rond-point de Saint-Clair sur Rhône. Je ne vois pas du tout de démobilisation. Au contraire, je vois une détermination héroïque. Ces gens-là restent sous la pluie, restent toute la nuit dans le froid. Et ils sont heureux d'être ensemble. Enfin, ils se retrouvent. Il y a une dynamique... sociale, une dynamique une communion sur les ronds-points, parce que ces gens-là ont beaucoup de mal à vivre. Ils vivent avec des salaires. Une vieille dame qui me disait qu'elle avait 250 € de retraite. Ces gens-là sont au bout du rouleau. Et ils sont très très déterminés. Ils disent qu'ils passent Noël. Justement, sur la retraite, pour les retraités de moins de 2 000 € par mois, qui gagnent moins de 2 000 € par mois, annulation de la hausse du CSG, c'est trop mince. Mais bien sûr, enfin quand même. Elle a 250 € par mois. Qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. Vous attendiez quoi? Mais il faudrait. Mais vous avez vu ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent, les Gilets jaunes? Ils demandent 1 200 de retraite minimum pour tout le monde. Vous êtes retraité, on ne peut pas vivre avec moins, sans vivre indignement, alors il nous faut ça minimum. Ils ont travaillé toute leur vie, et puis même parce qu'ils sont vivants, le fait d'être vivant. Pendant ce temps, vous avez Carlos Ghosn qui gagne 16 millions par an et qui ne paye pas d'impôts. Pour l'instant, Carlos Ghosn est un petit peu interrompu, si j'ose dire, dans sa carrière, et il ne les gagne plus. Et vous avez entendu les derniers développements pour Carlos Ghosn, il reste en prison. Il s'est fait attraper par les Japonais, parce qu'il était protégé par le verrou de Bercy, par les Français. Vous savez ce que c'est que le verrou de Bercy? C'est une règle incroyable, scandaleuse, qui permet aux plus riches du pays de ne pas passer par la case justice quand ils sont soupçonnés de fraude. Ça passe par le ministre, et le ministre peut verrouiller, c'est-à-dire peut empêcher le dossier d'aller devant les juges. C'est-à-dire qu'en fait, les riches qui ont participé à l'élection de Macron, qui ont payé des fortunes, c'est un investissement formidable, parce que le retour sur investissement, on paye des millions, on gagne des milliards. Ces gens-là sont à l'abri.
Les Gilets jaunes en ce moment, vous l'avez vu dans leurs revendications, il y avait le référendum d'initiative populaire. C'est quelque chose d'historique, ça. Ces gens-là, en fait, de leur propre initiative, ont compris qu'il y avait une façon de régler leurs problèmes en instituant leur propre puissance. C'est tout à fait nouveau, ça. On va aller en voir justement un gilet jaune. Pardonnez-moi, Étienne Chouard, on retrouvera évidemment dans votre analyse qui fait l'unanimité, messieurs, ce soir, c'est que le discours d'Emmanuel Macron, semble-t-il, n'a satisfait personne. Je vous laisse poursuivre votre analyse. Le contraire aurait été étonnant. Et c'est vrai que Paris n'est pas la France et qu'en regroupant à Paris tant de gens qui souffrent tant, qui ont tellement de douleurs à venger, c'est dangereux, ça va être violent. Ça va rien apporter. Alors que ce qui se passe sur les ronds-points et sur les péages, c'est absolument inédit, quoi. Hein. Ils sont en train de penser à leur représentation. Vous savez, ils font ce que nous devrions faire, nous les autres citoyens. Ils sont en train de penser les termes de leur représentation. Et ils commencent cette réflexion en refusant de faire confiance a priori. Ils veulent d'abord fixer les règles de la représentation avant de désigner des représentants. Nous, les citoyens, on devrait faire pareil. Nous acceptons d'élire des gens qui vont tout voter à notre place sans avoir du tout participé aux règles de l'élection. Comment on les désigne ? Quel mandat ils ont ? Est-ce qu'ils votent à notre place ou est-ce qu'ils préparent les décisions et que nous allons voter ? Et comment on les contrôle ? Comment on les révoque quand on n'est pas content ? Jamais nous n'avons, nous les autres que les Gilets jaunes, hein, nous n'avons décidé. Et les Gilets jaunes nous font la leçon là. Ils nous montrent qu'ils sont en train de prendre le problème au début, c'est-à-dire régler les procédures de représentation avant de désigner ça fait 200 ans presque que c'est comme ça. Oui, mais ça s'est fait sans nous. Mais ça s'est absolument fait sans nous. Est-ce que vous avez, vous, participé à un processus constituant depuis que vous êtes né ? Est-ce que vous avez participé à l'écriture d'une loi ou au contrôle d'un... Non, mais ça fait des années et des années et des années, et manifestement, ça ne fonctionne pas, non, effectivement. Ça donne le capitalisme dans lequel les riches contrôlent les élus en finançant leur campagne électorale et en se faisant ensuite renvoyer l'ascenseur. Est-ce que, Étienne Chouard, vous pensez à un pays dans lequel nous avons ce type de représentativité que vous appelez de vos voeux ? Non, c'est pour ça que ce qui se passe chez les Gilets jaunes, c'est révolutionnaire. Le fait qu'ils, au lieu de réclamer seulement des baisses d'impôts, plus de salaires, l'arrêt de la destruction des services publics, au lieu de s'en tenir aux conséquences de leur impuissance politique, ils commencent à penser aux causes de leur impuissance politique. Et ils sont en train, quand ils parlent de référendum d'initiative populaire, ils sont en train de s'approprier un outil que jamais les élus ne leur donneront. Et ils sont en train d'écrire les règles qui vont permettre de changer les choses beaucoup plus durablement que ce que ça n'a jamais été le cas. On va faire un petit détour à l'Élysée tout à l'heure. C'est significatif tout de même. Oui, Étienne Chouard, je vous sens énervé. C'est quand même tellement injuste de parler de la violence qu'on voit dans les rues sans parler de la violence qui a déclenché cette violence est seconde. On dirait le violeur qui se plaint de la violence de la victime qui se défend. Et c'était important tout de même, de rappeler alors d'Étienne Chouard. Il y a eu quand même des images violentes aussi. Je pense que c'est à cela que Emmanuel Macron pensait. Mais c'est injuste, c'est hypocrite, c'est malhonnête de n'envisager cette violence comme si elle était isolée, comme si elle venait pas de quelque part. Je répète, c'est le violeur. Ce gars-là est en train de supprimer les cotisations sociales, il est en train de ruiner la sécurité sociale. Donc c'est une violence inouïe. Il faut voir comment les malades sont maltraités. Il est en train de goinfrer les riches en leur donnant 40 milliards de CICE à fond perdu. Et en même temps, il pille ses victimes pauvres. Donc il crée une injustice sociale qui est une terrible violence. Et devant les violences qui sont la réaction à cette première violence, il joue les vierges effarouchées comme s'il n'accepterait jamais la violence. Et je rappelle au passage qu'il vend des armes au pays qui bombarde le Yémen c'est une violence quand même inouïe dont il ne parle pas. Il a horreur de la violence, mais qu'il arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. C'est complètement hypocrite, quoi. Alexandre Devecchio, pas non plus. Camillerman a grillé un petit peu ses cartouches. Ça y est, il les a sorties. Alors il a dit ces qu'il mesures, reprendra la parole un peu plus tard. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Comment peut-il récupérer ça, parce que manifestement ces mesures n'ont pas satisfait grand monde ce soir. On va voir un petit peu dans les heures qui viennent, mais que peut-il faire maintenant pour sortir de cette crise ? On a entendu beaucoup de gilets jaunes tout simplement demander sa démission. Est-ce que c'est possible ? Ça paraît crédible ?
En fait, ce qu'il faudrait comprendre, et ça, il faudrait que les Gilets jaunes y réfléchissent, c'est que Macron ne peut pas faire autre chose que ce que lui impose l'Union européenne. Tout le mal qu'il nous fait est demandé par l'Union européenne. Les GOPE, les grandes orientations de politique économique, demandent la privatisation de la sécurité sociale, la baisse des retraites, la baisse des allocations chômage, la suppression des CDI. Tout ça est programmé dans les institutions européennes. C'est un carcan qui s'impose et qu'il est obligé de suivre. Pourtant, on pourrait lui glisser, puisqu'il manque d'imagination, comme disait Alexandre, c'est vrai, on pourrait lui glisser qu'il ferait rentrer les Gilets jaunes chez eux en passant la TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité dont la liste serait donnée par les Gilets jaunes. C'est à eux de décider quels sont les produits qui doivent coûter absolument moins cher. Et puis, en leur donnant la puissance politique durable qui viendrait du référendum d'initiative populaire et que lui n'écrirait pas, mais qui serait écrite par eux-mêmes en leur disant « Écoutez, écrivez les règles du référendum d'initiative populaire en toute matière, qui vous permettra d'obtenir chacun des 40 points que vous avez mis. Vous savez que les Gilets jaunes ont mis une quarantaine de points remarquables, des revendications législatives, mais qu'ils pourront obtenir par référendum d'initiative populaire. C'est pas la peine de leur donner tel ou tel. Je vais vous donner le référendum d'initiative populaire en toute matière sur le texte que vous aurez écrit et la crise sera réglée. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit qu'ils fassent ça plutôt que de nous donner des plats de lentilles qui changent rien et le cauchemar continue pour les gens pauvres. Et la dissolution de l'Assemblée nationale, le départ d'Édouard Philippe, évidemment, c'est pas ce que souhaitent finalement les Gilets jaunes. On est bien d'accord. Ça change absolument rien. Non, je crois que c'est pas ce qu'ils souhaitent. Alors ça peut être une réponse, pour calmer les choses sur le coup. Mais la crise, elle est structurelle et elle reviendra sous une forme ou une autre après. Je crois. C'est pour ça que j'insiste sur le changement de cap, la dimension européenne du problème et effectivement peut-être les outils institutionnels pour en sortir. Il y a une volonté de souveraineté du peuple et donc il faut lui redonner la main, tout simplement, ou une partie de la main. On se demande réellement comment il peut se sortir de cela. Mais il n'y a aucune institution dans l'anticonstitution qui est la nôtre qui lui impose de renoncer au pouvoir et il peut très bien continuer. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Il n'y a rien. Nous n'avons rien que la rue comme institution pour protester contre ces abus de pouvoir. Et s'il veut y rester, comme un tyran qu'il est, il peut très bien rester. Vous annoncez ça. Vous le traitez de tyran, Emmanuel Macron? Mais bien sûr. Enfin, quand même. Bon, il a quand même été élu démocratiquement. Mais pas du tout. Mais c'est un oxymore. Élu démocratiquement, c'est un oxymore. L'élection est antidémocratique. Elle consiste à demander aux gens d'abandonner tout pouvoir de voter. Élire, ça n'est pas voter. Élire, c'est renoncer à voter. Donc, il n'a pas du tout été élu démocratiquement. Il a été élu, c'est-à-dire qu'il a été conduit à une place de tyran, à plus décider à notre place. Je crois qu'aujourd'hui, on a un conflit entre la démocratie et